Muses de Denis Lindon. Le retour d'Ulysse à Ithaque. Minerve. Le jour n'était pas encore levé lorsque le navire aborda sur une plage isolée d'Ithaque. Inopportunément, Ulysse s'était endormi une demi-heure avant l'arrivée. Ayant scrupule à le réveiller, les marins le transportèrent, enveloppé dans ses couvertures, au pied d'un olivier. Après avoir déposé à côté de lui le coffre rempli des cadeaux des Phéaciens, ils reprirent la mer et s'éloignèrent rapidement. Ce furent les premières lueurs de l'aube qui réveillèrent Ulysse. Il regarda autour de lui, soit qu'il ne fût jamais allé auparavant dans cet endroit reculé de l'île, soit que le paysage eût changé en 20 ans, soit enfin qu'il fût trompé par le brouillard assez épais qui couvrait la plage, il ne reconnut rien. Hélas, songea-t-il, mes épreuves ne se termineront donc jamais. Ces maudits marins se seront débarrassés de moi sur le premier rivage venu. Comme il faisait ces tristes réflexions, il aperçoit, venant vers lui, un jeune berger. Il le salue, lui demande en quel endroit il se trouve. « Tu sembles tomber du ciel, lui répond le berger. Ne sais-tu donc pas que tu es sur le sol d'Ithaque » À ce moment, le brouillard se dissipe et Ulysse reconnaît, vers l'intérieur de l'île, le profil familier des collines d'Ithaque. Une grande joie l'envahit. « Et toi, lui demande alors le berger, qui es-tu? D'où viens-tu » Instruit par l'expérience d'Agamemnon, Ulysse n'est pas pressé de dévoiler son identité ni d'annoncer la nouvelle de son retour. Se faisant passer pour un commerçant étranger, il invente une histoire rocambolesque pour expliquer sa présence sur ce rivage. Le berger l'écoute avec un sourire quelque peu sceptique. Ulysse, qui craint de laisser son coffre à la portée des passants éventuels, demande au berger de l'aider à le transporter dans une petite grotte voisine. Le coffre est lourd, la pente est forte, Ulysse peine et transpire. « Tu es plus robuste que tu n'en as l'air, dit-il au berger. Ton front n'est même pas mouillé. »« Que veux-tu » lui répond le berger non sans cruauté. « Je suis jeune, moi. » Lorsqu'ils ont terminé le transport du coffre, le soleil est déjà haut dans le ciel. « Quelle heure peut-il être » demande Ulysse. Le berger regarde le soleil et déclare qu'il doit être 11 heures. « C'est étrange, fit observer Ulysse, les rayons du soleil ne te font même pas sourciller. »« J'ai de bons yeux, répond le berger, c'est un privilège de la jeunesse. »« Est-ce aussi un privilège de la jeunesse, demande alors Ulysse, que d'avoir un corps qui ne projette pas d'ombre sur le sol ?» Aux 3 signes distinctifs qui permettent de reconnaître les dieux lorsqu'ils se déguisent en hommes, Ulysse a deviné la présence d'un immortel. Le pseudo-berger ne nie pas. « Décidément, dit-il en riant, il n'est pas encore né celui qui pourra tromper Ulysse. Sache donc que je suis Minerve et que c'est grâce à moi que tu es de retour à Ithaque. Mais je ne puis rien faire de plus pour toi, car je craindrais, en t'aidant encore, de provoquer une intervention contraire de Neptune ou une réprimande de Jupiter. Le seul conseil que je puisse te donner est de ne pas te rendre directement à la ville, mais d'aller auparavant t'informer de la situation auprès de ton vieux porcher Eumée, l'un des seuls serviteurs qui soit resté fidèle à ta mémoire. » Sur ces mots, Minerve disparaît. Ulysse décide de suivre le conseil de la déesse, mais il juge prudent de ne pas se faire reconnaître trop tôt, même de mai. Il s'efforce donc de se donner l'apparence d'un vieux mendiant. Il se rase le crâne, se couvre le visage et le corps de poussière, déchire ses vêtements pour en faire des haillons. Il compte aussi à juste titre pour se rendre méconnaissable sur la barbe qu'il s'est laissé pousser depuis son départ d'Ithaque et sur les altérations, hélas irréparables, que 20 années d'épreuves ont causées à ses traits. La cabane d'Eumée. Il y avait une distance assez longue entre la plage où avait débarqué Ulysse et la colline isolée où se trouvait la cabane d'Eumée, porcher en chef. Il fallut à Ulysse tout l'après-midi pour la parcourir. La nuit tombait lorsqu'il arriva. Alors qu'il n'en était plus qu'à une courte distance, 4 gros chiens, qui n'aimaient apparemment pas les mendiants, se précipitèrent vers lui avec des aboiements féroces. Ulysse eût été mis en pièces si Eumée, alerté par les aboiements, n'était pas intervenu. Il fait entrer Ulysse dans sa cabane et l'invite à partager son repas. Pendant le dîner, Ulysse se présente comme un homme qui a beaucoup voyagé, qui a eu beaucoup de malheurs et qui vit maintenant en vagabond. « Je viens d'arriver dans ce pays dont je ne sais rien, ajoute-t-il. Peux-tu me dire quel est son roi et s'il est accueillant aux gens de ma sorte ?
Hélas, répond Aimée, nous avions ici le meilleur des rois qui était pour moi le meilleur des maîtres. Mais il nous a quittés il y a 20 ans et il ne reviendra plus. Comment s'appelait-il demande Ulysse. Il s'appelait Ulysse, c'était le fils de Laërte. Eh bien, reprend Ulysse, je peux te dire que ton maître n'est pas mort. Au cours de mes voyages, j'ai appris que, tout récemment encore, il était retenu par une nymphe appelée Calypso. Il ne tardera certainement pas à revenir. Tu dis cela pour me faire plaisir, répond Eumée. Tu n'es pas le premier voyageur à me raconter ce genre d'histoire, mais je n'y crois plus. Si je n'étais pas certain de ce que j'avance, lui dit Ulysse, je te donnerais ma parole d'honneur qui ne vaut pas grand-chose. Mais comme je suis tout à fait sûr de moi, je te propose de faire un pari. Si Ulysse revient avant 3 jours, tu m'offriras un beau manteau qui me sera bien utile par ce temps froid et pluvieux. Sinon, je travaillerai pour toi gratuitement pendant 1 mois. Eumée refuse le pari et prie son hôte de ne pas insister. Puis, à la demande d'Ulysse, il lui fait un long récit des événements qui se sont produits à Ithaque depuis 20 ans. Le récit d'Eumée. Pendant les 10 années qui suivirent le départ de notre maître pour la guerre de Troie, nous reçûmes de temps en temps des nouvelles de lui et de ses exploits. Nous sûmes en particulier quel rôle décisif il avait joué dans la victoire des Grecs grâce au stratagème du cheval de Troie dont il fut l'inventeur. Mais depuis qu'il a quitté Troie, en même temps que les autres rois, nous sommes sans nouvelles. Au début, rien ne changea dans la vie du royaume. Le père d'Ulysse, Laërte, avait repris le pouvoir dès le départ de son fils pour la guerre, et malgré son grand âge, avait su se faire respecter. Mais il y a un peu plus de 3 ans, la mère d'Ulysse, Anticlée, mourut subitement. Son mari, Laërte, en fut si affecté qu'il renonça au pouvoir. Il se retira dans une petite maison de campagne où il vit toujours, ne s'occupant plus que de son jardin. Dès ce moment, les choses ont commencé à mal tourner. Le fils d'Ulysse, Télémaque, était trop jeune pour assurer la régence. Encouragé par la vacance du pouvoir et par les rumeurs de plus en plus insistantes selon lesquelles Ulysse était mort, un grand nombre de princes des îles avoisinantes, ainsi que plusieurs nobles d'Ithaque, vinrent s'installer au palais d'Ulysse dans l'espoir d'épouser sa veuve, Pénélope, pour s'emparer ainsi de son trône et de ses richesses. Pénélope, qui n'avait pas encore perdu l'espoir de revoir Ulysse vivant, inventa alors, pour gagner du temps, une ruse digne de son mari. Elle annonça aux prétendants qu'avant de choisir un nouvel époux, elle souhaitait broder pour son beau-père Laërte une tapisserie qui lui servirait de suaire le jour de sa mort. Les prétendants jugèrent ce projet légitime et Pénélope se mit à l'ouvrage. Chaque jour, pendant de longues heures, on pouvait la voir travailler avec ardeur dans la grande salle du palais. Pourtant, à la surprise générale, la tapisserie n'avançait guère. C'est que toutes les nuits, Pénélope descendait furtivement de sa chambre pour défaire la plus grande partie de ce qu'elle avait fait pendant la journée. Elle put ainsi faire patienter les prétendants pendant près de 3 ans, jusqu'au moment où sa ruse fut dénoncée par l'une de ses servantes. C'était il y a environ 3 mois. Depuis ce jour, les prétendants ne veulent plus entendre parler de tapisserie. Ils exercent sur Pénélope une pression de plus en plus forte pour qu'elle se marie avec l'un d'entre eux. Pour l'y contraindre, ils ne quittent pratiquement plus le palais. Ils organisent chaque jour des banquets ruineux, au cours desquels ils dévorent les troupeaux d'Ulysse, boivent son vin, pillent ses richesses. Leur nombre n'a cessé d'augmenter, il atteint actuellement 108. Il y a 1 mois, Pénélope parut disposée à céder à leurs exigences. Elle annonça qu'elle allait incessamment faire son choix. Depuis, dans le peuple d'Ithaque, les paris sont ouverts. On donne généralement pour favoris, parmi les prétendants, Antinoos, qui est le plus beau, et Eurymaque, qui est le plus riche. Mais le nombre des partants dans la course est si élevé que la cote des 2 favoris ne dépasse pas 1 contre 10. Au dernier moment, pourtant, Pénélope a obtenu un nouveau sursis. Son fils Télémaque, qui est âgé maintenant d'une 20aine d'années, a voulu en effet faire une ultime tentative pour s'informer sur le sort d'Ulysse. Sans prévenir les prétendants, il a réussi à affréter un navire et s'est embarqué il y a près d'1 mois en direction du royaume de Pylos, dont le vieux roi Nestor était un grand ami d'Ulysse. Avant son départ, Télémaque a fait promettre à sa mère de ne pas se remarier avant qu'il ne soit de retour. On l'attend d'un jour à l'autre. On dit même que les prétendants, irrités de son départ clandestin, lui ont tendu une embuscade sur la route qui conduit du port au palais.
Ulysse avait écouté en silence, sans manifester son émotion, le long récit d'Eumée. La nuit était déjà bien avancée, le feu s'était éteint. « Allons nous coucher, proposa Eumée, et puisque tu n'as pas de manteau pour te protéger du froid, prends le mien. » Retour de Télémaque. Au moment même où Eumée racontait à Ulysse le départ de Télémaque, celui-ci était de retour. Craignant à juste titre que les prétendants ne lui fissent un mauvais sort, il avait évité de rentrer directement au port principal d'Ithaque et avait débarqué à la nuit tombante sur une petite plage isolée. Avant de se rendre au palais, il décida, comme l'avait fait Ulysse quelques heures plus tôt, d'aller s'informer de la situation auprès de son homme de confiance, Eumée. Après une marche nocturne, il arriva devant la cabane. Eumée et Ulysse prenaient leur petit déjeuner. La porte s'ouvrit, le jeune homme entra. « Télémaque » s'écria Eumée en le serrant dans ses bras. Ulysse, incapable de parler, se leva de son tabouret pour laisser la place à Télémaque. « Reste assis, lui dit celui-ci courtoisement, nous trouverons bien un autre siège. » Eumée fit brièvement les présentations et les trois hommes déjeunèrent ensemble. Lorsque le repas fut terminé, Télémaque raconta son voyage. Récit de Télémaque. Après avoir quitté Ithaque il y a 1 mois, jour pour jour, je me rendis d'abord, comme j'en avais l'intention, chez Nestor, le vieux roi de Pylos. Dès qu'il sut qui j'étais, il m'invita chez lui. J'y demeurai 3 jours, pendant lesquels il ne cessa de me raconter ses souvenirs. Il ne tarissait pas d'éloges sur mon père et m'apprit sur ses exploits pendant la guerre beaucoup de détails que j'ignorais. Malheureusement, il ne savait rien de ce qu'il était advenu à Ulysse depuis son départ de Troie. Tout au plus put-il me conseiller d'aller voir Ménélas, celui des rois grecs qui avait mis le plus longtemps à revenir de Troie et qui, au cours de son long voyage de retour, pouvait avoir entendu parler d'Ulysse. Je pris donc congé de Nestor, non sans mal d'ailleurs, car il semblait m'avoir pris en amitié et ne voulait plus me laisser partir. J'avais déjà passé le seuil de son palais qui me parlait encore. De Pylos, je me rendis à Sparte, le royaume de Ménélas. Je me présentai à son palais sans lui dévoiler d'abord ma véritable identité. Il m'accueillit cependant avec courtoisie. Au cours du dîner qui suivit mon arrivée, Ménélas se mit lui aussi à évoquer des souvenirs de la guerre de Troie. Mon père y tenait une grande place. C'était, déclara à un moment Ménélas, le plus grand des héros. J'écoutais en silence et j'avais du mal à dissimuler mon émotion lorsque la porte de la salle à manger s'ouvrit et qu'Hélène, l'épouse de Ménélas, fit son entrée. Elle n'eut pas plutôt jeté un regard sur moi que, frappée par ma ressemblance avec mon père, elle me reconnut. « Tu ne peux être, me dit-elle, que le fils d'Ulysse, ce Télémaque dont il nous parlait si souvent. » Je lui dis qu'elle ne se trompait pas, et elle m'embrassa avec chaleur. « De tous les rois grecs, me dit-elle, Ulysse était mon meilleur ami. Pendant la guerre, je me flatte de lui avoir sauvé la vie une nuit où par hasard je l'ai rencontré dans les rues de Troie. Il était venu secrètement avec Diomède pour espionner les Troyens et s'était perdu. Il avait d'immenses qualités et ne brillait pas par son sens de l'orientation. C'est peut-être pour cela qu'il met si longtemps à revenir chez lui. » Chacun des convives se mit alors, à tour de rôle, à évoquer ses souvenirs, et bientôt l'émotion fut à son comble. De vieux guerriers pleuraient sur leurs compagnons disparus, Ménélas pleurait sur son frère Agamemnon, Hélène pleurait... Mais sur qui pleurait-elle? Était-ce sur Paris? Était-ce sur Déiphobe? Était-ce sur Hector? Était-ce sur tous les hommes qui étaient morts par sa faute? Ulysse, qui écoutait en silence le récit de Télémaque, l'interrompit alors. Ce n'était sans doute ni sur Paris, ni sur Déiphobe, ni sur Hector, ni sur aucune autre victime de la guerre qu'Hélène pleurait. Comme tous les autres convives, elle ne pleurait que sur elle-même en évoquant les souvenirs de sa jeunesse s'enfuie. Sans relever l'interruption, Télémaque reprit son récit, qui d'ailleurs n'était presque terminé. Ni Hélène ni Ménélas n'avaient pu lui donner d'informations précises sur le sort d'Ulysse. Aussi, Télémaque, après avoir passé quelques jours chez Ménélas, était-il rentré bredouille. Ulysse se fait reconnaître de Télémaque. Lorsqu'il eut terminé son récit, Télémaque pria Eumée de se rendre au palais d'Ithaque et de prévenir Pénélope de son retour. « Dis-lui que je vais me reposer quelques heures ici et que je serai à la maison pour dîner. » Eumée partit, Ulysse reste seul avec Télémaque.
Que comptes-tu faire maintenant lui demande-t-il. Il n'y a plus rien à faire, répond Télémaque tristement. Mon père est certainement mort depuis longtemps. Ulysse ne peut plus se contenir. Tu te trompes, s'écrie-t-il. Ton père est vivant. Il est même à Ithaque. Et pour te dire, il est en ce moment même en face de toi. Télémaque se refuse d'abord à le croire. Mais Ulysse lui donne sur le palais d'Ithaque, sur les membres de sa famille, sur les lettres qu'il a écrites à Télémaque pendant les 10 années de guerre, des détails qu'aucun autre que lui ne pourrait connaître. Enfin convaincu, Télémaque embrasse son père en pleurant de joie. À son tour, il demande à Ulysse. « Et toi, que comptes-tu faire maintenant ?»« Je n'ai pas encore de plan précis, répond Ulysse. Retourne au palais, informe-toi de la situation, essaie de savoir sur quel serviteur nous pouvons compter, car à 2 contre 108, la partie me paraît un peu difficile. Je me rendrai moi-même au palais dès ce soir, sous mon déguisement de vieux mendiant, et tu me diras ce que tu auras appris. Mais surtout, quoi qu'il arrive, et même si l'on m'insulte ou si l'on me moleste en ta présence, ne bronche pas. » Télémaque se met en route, suivi quelques heures plus tard par Ulysse. Retour d'Ulysse à son palais. Sur son chemin, Ulysse croise plusieurs de ses serviteurs, de ses parents et de ses amis. Il constate avec satisfaction que personne ne le reconnaît et qu'on ne manifeste à son endroit que de l'indifférence ou de l'hostilité. L'un de ses serviteurs, le chevrier Mélantios, se comporte même à son égard d'une manière grossière. Il se moque de sa crasse, de ses haillons, l'injurie et finit par lui décocher un coup de pied. « Tu me le paieras, songe Ulysse, mais il s'abstient pour l'instant de réagir. Le voici enfin devant son palais. Il s'arrête un instant, le cœur battant. Sur un tas de fumier, un très vieux chien, aveugle, paralytique, semble dormir. C'est Argos, un lévrier qu'Ulysse avait nourri lui-même au biberon. Au moment où Ulysse passe à côté de lui, Argos reconnaît l'odeur de son maître. Il ouvre les yeux, gémit, se lève dans un effort désespéré, fait 2 pas en direction d'Ulysse et retombe, mort. Ulysse l'a reconnu aussi. Il n'y a que les chiens qui soient vraiment fidèles, songe-t-il avec mélancolie. Le voici devant la porte du palais. Humblement, il demande aux gardes l'autorisation de passer la nuit dans l'écurie. « Nous n'avons que faire de mendiants de ton espèce, » lui répondent les gardes. Ulysse, désemparé, se dispose déjà à s'éloigner, lorsqu'une très vieille femme, qui de l'intérieur du palais a sans doute entendu les railleries des gardes, ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Ulysse la reconnaît, c'est Euryclée, la plus ancienne de ses servantes. Elle a été sa nourrice lorsqu'il était bébé et est restée ensuite pour lui une seconde mère. Elle va sûrement me reconnaître, songe-t-il avec inquiétude. Mais non, Euryclée n'a pas l'odorat d'Argos, elle ne voit dans Ulysse qu'un vieux mendiant crasseux. Elle respecte cependant les lois sacrées de l'hospitalité. « Comment osez-vous refuser à ce vieil homme l'entrée du palais ?» demande-t-elle aux gardes avec indignation. Puis, se tournant vers Ulysse. « Entre sans crainte, lui dit-elle, je vais moi-même te préparer une couche, t'apporter à dîner et laver tes pauvres jambes poussiéreuses. »« C'est trop, proteste Ulysse, je n'en demande pas tant. » Mais Euryclée ne l'écoute pas. Elle revient quelques instants plus tard en portant une bassine d'étain remplie d'eau tiède. Ulysse ne peut se dérober. Le lavage de la jambe gauche se déroule sans incident notable. Mais lorsque Euryclée s'attaque à la jambe droite, elle aperçoit, sur le genou d'Ulysse, la cicatrice que lui a laissée jadis la défense d'un sanglier. Elle la reconnaît aussitôt. De saisissement, elle lâche la jambe qui retombe dans la bassine et la renverse. « Pas un mot, lui ordonne Ulysse à voix basse, et surtout ne dis rien à Pénélope. Viens me rejoindre ici ce soir en compagnie de Télémaque et d'Eumée lorsque tout le monde sera endormi. » Euryclée, non sans peine, domine son émotion. Conseil de guerre. Quelques heures plus tard, dans le silence de la nuit, Télémaque, Eumée et Euryclée sont réunis autour d'Ulysse. Eumée vient d'apprendre de la bouche de Télémaque l'identité réelle du vieux mendiant. Il embrasse son maître en pleurant. Télémaque rend compte à Ulysse de ce qu'il a appris. « Ma mère a désormais perdu tout espoir de jamais te revoir, et je ne l'ai pas détrompée. Elle s'apprête dès demain à choisir un mari parmi les prétendants, mais ne sait pas quelle procédure de sélection employer.
Sur qui pouvons-nous compter parmi les serviteurs demande Ulysse. En dehors de mai, lui répond Télémaque, je ne vois guère que le chef bouvier Philotios, un brave homme qui m'est tout dévoué. 4 hommes contre 108, observe Ulysse. Il faudra jouer serré. Et il expose à Télémaque, Eumée et Euryclée le plan d'action qu'il a établi pour la journée du lendemain. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?